démarrons maintenant le 108e mercredi du sport professionnel. La promotion 2015-2016 du Master 2 Marketing Management des structures sportives professionnelles qui va organiser cette conférence. Nous avons l'honneur d'accueillir comme invité M. Nelson Montfort. Il voulait faire une entrée discrète, c'est raté. Hein. Donc le thème numéro 1, le journalisme sportif et TV, informer ou divertir. Nous avons défini à l'intérieur 3 sous-thèmes qui sont Nelson Montfort, un journaliste atypique, un passeur d'émotions, le storytelling contre l'information et le sous-thème qui terminera cette première partie, le service des sports de France Télévisions, quelles orientations? Vous n'êtes pas passé par une école de journalisme. Comment êtes-vous entré dans le monde des médias? Alors tout d'abord, si... Ah, ben, je vois que mon micro fonctionne mieux que le vôtre. Ça, c'est le privilège de l'invité. Tout d'abord, si vous me permettez un petit propos liminaire, je suis vraiment très heureux d'être des vôtres cet après-midi. Je tiens à vous féliciter pour la préparation de cette conférence qui nous ont valu pas mal d'échanges. Et puis, de façon générale, j'aime toujours aller vers les jeunes et moins jeunes qui se trouvent ici cet après-midi, et je suis très. Il y a un mot que je crois a employé Yann, qui est le mot d'échange. Ça, je trouve un joli mot de la langue française. Et voilà, je suis vraiment très heureux d'échanger avec vous cet après-midi. Je ne vais pas vous ennuyer avec un exposé trop long, certainement pas. Je pense que ce qui est prévu, c'est effectivement de répondre donc aux questions. Et votre question était si précise que je ne m'en souviens déjà plus. Mais je crois qu'il s'agissait de mon début dans le parcours professionnel. Comment vous êtes rentré dans le monde des médias? Comment suis-je rentré dans ce métier? Effectivement, pas par la voie la plus directe, pas par une école de journalisme, mais par, Yann a eu la gentillesse de le dire, par une double formation, droit et Sciences Po, donc l'Institut d'études politiques de Paris, plus connu sous le nom de Sciences Po. Alors je me suis rattrapé, je dirais, depuis en enseignant aujourd'hui dans une école de journalisme, et pas des moindres, l'Institut européen de journalisme à Paris, qui est une école qui est extrêmement performante. J'ai toujours eu un grand intérêt pour l'enseignement, que ce soit comme auditeur ou comme enseignant, tel que je suis désormais. Tout cela pour vous dire que je ne sais pas si c'est atypique aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, et votre présence ici le prouve, toutes les personnes qui veulent travailler de façon sérieuse, professionnelle et compétente dans le sport passent par des études supérieures. Et encore une fois, votre présence aussi nombreuse ici le prouve. À l'époque, effectivement, ça l'était un petit peu moins. Quelles ont été vos motivations pour faire ce métier? La passion. La passion qui m'a été enseignée par mes parents, essentiellement par mon père, citoyen américain, donc déjà extrêmement sportif dans sa manière d'être, extrêmement sportif dans sa pratique. Et puis, nous parlions très souvent des grands résultats de sport à la maison et tout, et nous en parlions qui plus est en anglais. Donc, c'était déjà dès le plus jeune âge de parler de sport en anglais. Ben, mon Dieu, c'est un petit peu ce que je continue à faire aujourd'hui. Donc, je dirais que cette vocation, cet intérêt m'est effectivement venu depuis le plus jeune âge. Quels ont été les moments forts de votre carrière? Là, ce serait vraiment trop long parce que j'en ai vraiment énormément. Je suis attaché aux grands moments du passé, mais je ne vis pas dans le passé. Et là, vous avez parlé des Jeux Olympiques de Barcelone 92, un petit peu d'Albertville 92, qui ont été véritablement mes vrais débuts dans cette profession. Alors voilà, alors je dirais que là, je dirais qu'avec lui, je dirais qu'il a été mon porte-bonheur dans ce métier. Carl Lewis, qui était, avant Usain Bolt, je pense, le plus grand athlète, en tout cas de la deuxième partie du XXe siècle, et qui effectivement m'a tout de suite manifesté une sympathie. Moi, j'avais une immense admiration pour lui, et évidemment, ça se passait bien des deux côtés. Et je dirais que Carl Lewis, que j'ai accompagné pendant toute sa carrière, il a eu la gentillesse de me dire un jour qu'il s'en souvenait.
eh bien voilà, a été aussi une forme de porte-bonheur. Mais j'ai des souvenirs beaucoup plus récents. J'en ai notamment un. Je ne sais pas si vous vous souvenez bon, évidemment, je pense que vous en souvenez, Jeux Olympiques de Londres 2012. Épreuve de natation, relais 4 x 100 mètres nage libre. Alors, l'équipe de France se qualifie pour la finale, éliminant au passage Bernard, qui était quand même le champion de 4 ans avant. Il fallait quand même... On fait une qualification, il est éliminé à quelques centièmes près. Donc, l'équipe de France se présente en finale. Il y avait USA, Australie, Russie, Canada, Afrique du Sud, que sais-je. Bien, on pensait la France entre 3e et 5e, et 3e dans le meilleur des cas. Et la France, notamment grâce à un dernier relais extraordinaire de Yannick Agnel, garçon que vous connaissez tous, gagne, médaille d'or. Bat donc les Américains. Agnel opposé dans le dernier relais à Ryan Lochte, USA, qui n'est autre que le meilleur nageur du monde, l'équipe des USA avec Michael Phelps, enfin bref. Et donc gagne la médaille d'or. Ils arrivent vers moi, ils me plongent dans les... C'est le cas de le dire pour des nageurs, ils me plongent dans les bras, tout mouillé, la chemise, etc. Un bonheur qui irradie, mais vraiment un bonheur qui irradie chez ces 4 garçons. Yannick Agnel, Amaury Levaux qui prend un premier relais absolument sensationnel, Clément Lefer, le moins connu des 4, qui avait éliminé Alain Bernard le matin même en demi-finale, si je puis dire, et Fabien Gillot, qui nage toujours encore aujourd'hui. Enfin, 2 des 4 nagent toujours encore aujourd'hui. Yannick Agnel qui fait un comeback, enfin, du moins je l'espère, et Fabien Gillot. Et donc, vraiment cette interview, je ne sais plus exactement ce qu'il se dit dans cette interview, mais je me souviendrai, je pense, toute ma vie de ce que Yannick Agnel m'a dit après avoir rendu l'antenne pour l'interview. Parce que j'aurais été, au fond, très gêné qu'il me le dise en direct. Mais lui, il n'a pas fait attention, il l'a dit. Il m'a dit à l'oreille, tu es comme notre 5e relayeur. Et ça, je veux dire, surtout ce jour-là, à ce moment-là, ce sont des mots voilà, qui me disent, puisque vous avez eu la gentillesse de mettre sur l'affiche là, qui nous réunit cet après-midi, passeur d'émotions, ce jour-là, je me suis dit, oui, au fond, j'étais vraiment un passeur de leurs émotions, en tout cas. Je pense qu'il y a simplement une forme, 1, d'intérêt de ma part, et 2, de respect vis-à-vis de lui ou d'elle, qui est de m'intéresser à sa carrière et de ne pas arriver comme ça, les mains dans les poches, pour faire une interview. En dehors des compétitions, est-ce que vous les contactez? Je réponds très directement à cette question, Younes. Plus vous admirez quelqu'un dans l'exercice de son sport, de son art, encore une fois, théâtre, c'est exactement la même chose. Théâtre, chanteur, artiste, danseur, que sais-je, sportif. Plus vous l'admirez dans l'exercice de sa fonction, de son art, etc., moins il faut chercher à le rencontrer après, moins il faut chercher à le côtoyer après. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez être que déçu. Cette personne vient de vous donner ce qu'il a de meilleur à offrir. Pourquoi vouloir, après, aller le voir? Il va être comme vous et moi. Et si vous avez un peu de malchance, il va être moins bien que vous et moi. Il y en a certains avec lesquels j'ai des rapports un peu plus forts que simplement à interviewer. Rafael Nadal, le tennisman espagnol, en est un. Yannick Agnel, le nageur français dont je viens de vous parler, en est un autre. Ce sont des personnes avec lesquelles il m'arrive, on va dire, d'échanger des textos. Je sais qu'Usain Bolt, il me reconnaît. Sans doute, il ne sait pas qui je suis, mais il me reconnaît. Ça se voit dans un regard, quelqu'un qui... Bon, ben moi, Usain Bolt, qui est aujourd'hui, on peut dire, peut-être le sportif le plus connu au monde. Au fond, tout le monde peut courir un 100 mètres, peut-être pas en 9 secondes 60, mais enfin, c'est la discipline universelle. Ça fait plaisir. Mais il y a cette petite distance qui non seulement n'exclut pas le respect, mais qui, je pense même, accentue le respect aux dépens d'une fausse camaraderie qui passerait, je trouve, assez mal. Quelle est votre fonction première? Journaliste, commentateur, intervieweur? Oui, un petit peu tout à la fois. C'est la raison pour laquelle ce terme de passeur d'émotions, je trouve, me va bien. Si j'existe dans les yeux et peut-être même un petit peu dans le cœur du public, c'est pour ça. C'est parce que j'amène dans le salon des téléspectateurs des sourires, des émotions, des larmes parfois, des rires souvent. Voilà, le sport, c'est la vie. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Vous savez, nous, on peut dire, oh mon Dieu, ce n'est que du sport. Bien sûr, ce n'est que du sport. Mais pour eux, et Yann, en tant qu'ancien sportif, ne veut pas me contredire, pour eux, c'est leur vie.
Ça vous va? C'est pas trop long? Parfait, parfait. Il m'enlève déjà le micro, donc ça veut dire que... J'en ai pas, c'est pour ça. Je vous laisse. Non. C'était une boutade. D'où cette question qui nous amène à dire que vous n'êtes pas davantage dans le storytelling, donc le fait un petit peu de cette réalité, entre guillemets, donc aménagée, améliorée, que dans la transmission pure de l'information, que le simple résultat sportif. C'est une très bonne question. Non, je vous en prie. Non, c'est une très bonne question parce qu'elle est... elle est tout à fait inscrite dans l'évolution de ce qu'est le sport à la télévision aujourd'hui. Les Américains parlent volontiers de entertainment, ça tout le monde sait ce que ça veut dire, mais aujourd'hui ils parlent beaucoup de sportainment. Qu'est-ce que c'est le sportainment? C'est effectivement ce que vient de dire Quentin, c'est-à-dire qu'à travers un événement de sport, on essaye en même temps de montrer un spectacle. En tout cas, nous, au service des sports de France Télévisions, et vous allez notamment en avoir vraiment la preuve aux prochains Jeux Olympiques de Rio, vous allez voir que nous n'allons pas nous contenter de montrer uniquement les résultats, mais nous allons montrer la ville de Rio, nous allons montrer le mode de vie des Brésiliens, nous allons vraiment faire, pas tout à fait du 24 heures sur 24, mais du facilement 16 à 18 heures sur 24, ce qui n'est déjà pas mal, compte tenu du décalage horaire, etc. Nous serons installés, et les téléspectateurs également, seront installés à Rio pendant 3 semaines cet été. Et là, c'est quelque chose que je revendique absolument. Aujourd'hui, je pense que le sport à la télévision a depuis très longtemps dépassé le cadre du strict résultat sportif. Pourquoi est-ce que le Tour de France a autant de succès ? Contrairement aux autres épreuves cyclistes, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, c'est parce que justement, le Tour de France magnifie l'image de la France, montre la France dans ce qu'elle a de plus beau à offrir. Le Tour de France, c'est un peu le Tour de la France, si j'ose m'exprimer ainsi. Pourquoi est-ce qu'un journaliste comme Jean-Paul Olivier, que je salue, a tellement de succès? Parce que c'est de loin le journaliste le plus connu sur le Tour de France, parce que justement, il va bien au-delà du résultat de la course pour montrer justement la France. Et c'est ce que les gens aiment. Nous allons montrer le Brésil. Autre argument donc, en faveur donc, de ce storytelling, c'est donc lors de vos interviews, on a parfois l'impression que vous traduisez davantage l'esprit de la réponse de votre interlocuteur. Il dit. Voilà. Mais c'est tout à fait exact et ce n'est pas du tout... Si on souhaitait une traduction mot à mot, on ferait appel à un interprète de l'ONU qui ferait ça de manière très, comment dire, très cadrée, très juste, mais également, je pense, assez terne. Si on fait appel à moi, c'est pour effectivement... traduire n'est pas le bon mot en la circonstance, interpréter effectivement l'émotion à travers ce que l'athlète ou le sportif veut dire. Et je crois profondément que c'est ce que le public désire et souhaite entendre. En tout cas, j'ai toujours procédé comme ça. Alors, bon, malgré tout, c'est quand même proche, et j'espère très proche de ce que l'athlète dit. Je ne vais pas dire si Nadal me sort, j'ai vraiment très mal joué, je ne vais pas dire il a joué formidablement bien. Non, c'est la réponse. Je ne pense pas, en tout cas, trahir ce que veut dire l'interlocuteur. Je fais très attention à ça, mais c'est vrai que c'est plus dans l'esprit que dans la lettre de A à Z. Et je trouve que d'après les témoignages que j'ai, c'est très bien ainsi. Très bien, merci. Donc vous incarnez donc, à la télévision donc, une sorte de convivialité. Ça, c'est un mot que j'aime bien. Bienveillant. C'est également un mot que j'aime bien. Là, Quentin, tu emploies des jolis mots de la langue française, le mot de bienveillance. Non, mais c'est la vérité. C'est bien sûr. N'êtes-vous pas au final plus vedette que les stars que vous interviewez? Je n'aurais pas l'outrecuidance. Non, mais je n'aurais pas. Vous savez, je vais vous répondre très, très honnêtement. Bon, je représente sans doute quelque chose aujourd'hui en matière de commentaires de sport à la télévision, c'est précisément parce que j'ai eu l'occasion, et j'ai toujours l'occasion, et j'espère l'avoir encore, d'approcher les plus grands. Et effectivement, dans l'esprit du public, quand vous voyez deux personnes qui parlent,
je disais, mon Dieu, mais attends, il connaît Usain Bolt. Usain Bolt, je ne le connais pas. Mais j'ai la chance de l'approcher grâce à la chaîne pour laquelle je travaille. Donc je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus. Je sais très bien, je connais à peu près la psychologie des gens. Moi, je ne me considère absolument pas comme une vedette. Vous savez, je marche dans la rue, on me laisse tout à fait tranquille, on me sourit, on me demande de prendre des photos, parfois de signer des autographes, ce que je fais avec bonheur et bienveillance, pour employer le mot que j'ai employé il y a 5 minutes. Mais voilà, je ne me considère absolument pas, et c'est peut-être la raison pour laquelle ça marche, parce que je crois profondément que les téléspectateurs le sentent et le savent. Cette image est parfois, on va dire, un petit peu parodiée. Je pense notamment donc, au Guignol de l'info et à certains imitateurs, dont votre ami, donc, comme Nicolas Canteloup. Ça vous amuse ou parfois ça vous vexe? Alors, ça ne me vexe aucunement, puisque, alors je ne sais pas si comment dire, si ce sont mes origines anglo-saxonnes qui me font dire ça, mais je n'ai jamais eu de problème avec la dérision, ni donc avec l'autodérision. Je pense que même sans doute le fait de rire de soi-même est sans doute la plus jolie forme d'humour, et donc j'ai absolument aucun problème avec ça. On va traiter des orientations précises du service de France Télévisions, et nous ce qu'on voudrait savoir c'est quel regard vous posez sur le service public. Bah écoutez, il y a un autre mot de la langue française, c'est Quentin. Quentin a employé le mot de bienveillance, je ne me souviens plus quel était l'autre, de convivialité. Il y a un autre mot de la langue française que j'aime énormément, qui est celui de fidèle. Ça a d'ailleurs donné lieu à une très très jolie chanson de Charles Trenet. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle. Allez-y. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connue, mais il y a certains moins jeunes dans la salle qui, je pense, la connaissent sans problème. Et donc, ce mot, on m'a dit d'être cool et décontracté un peu à mon image. D'accord. Ce mot de fidèle, de fidélité, est un mot que j'aime énormément. Je trouve que c'est un joli mot de la langue française. Faithful, comme on dit en anglais. Et c'est un mot qui en tout cas, toujours illustré mon itinéraire. J'ai eu, c'est vrai, des propositions. J'en ai même eu une, enfin j'en ai eu plus d'une, mais j'en ai une qui était, on va dire, difficile de refuser, un peu comme dans le film Le Parrain. Je vais vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Et bien, je l'ai refusée parce que financièrement, elle était nettement plus élevée. Elle m'aurait permis, je vous parle de ça il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps. Elle m'aurait sans doute permis à un moment donné de réorienter ma carrière. Et finalement, je suis resté effectivement fidèle à ces deux chaînes de service public, France 2 et France 3, qui m'ont quand même permis de suivre jusqu'à présent. J'ai révisé, avant de venir vous voir, j'ai révisé hier soir, 6 Jeux Olympiques d'hiver et 6 Jeux Olympiques d'été. Aucune autre chaîne, ça a été facilité par le fait que désormais, enfin déjà depuis quelques années, c'est de 2 ans en 2 ans, alors qu'autrefois c'était tous les 4 ans, été, hiver. Donc ça a été évidemment, la cadence s'est accélérée. Mais voilà, aucune autre chaîne, aucun autre média ne m'aurait permis de suivre des Jeux Olympiques, et a fortiori, de quelle façon? C'est-à-dire au premier rang avec les plus grands athlètes, les plus grands skieurs, patineurs, que sais-je, du monde, ou athlètes, naturellement, dont on a parlé, ou nageurs, etc. Donc, il y a une forme de reconnaissance de ma part vis-à-vis de France Télévisions. Et je crois que j'y terminerai mon itinéraire professionnel. Je ne sais pas encore quand, mais je crois que je terminerai là-bas parce que simplement je suis toujours heureux d'y être. On sent que vous chérissez ce service public. Est-ce que vous pouvez nous parler de son positionnement spécifiquement dans le sport? Alors nous avons comme slogan le plus grand terrain de sport. Quand on voit le panorama du sport à la télévision, il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que beaucoup d'événements vont de plus en plus vers les chaînes à péage, vers les chaînes privées, etc., dont beIN Sport, dont je salue le travail, parce qu'au fond, c'est pas parce que je ne travaille pas pour cette chaîne que vous ne pouvez pas saluer ce qu'il y a de bien chez eux. Et effectivement, c'est une chaîne, ce sont des chaînes, parce qu'il y a beIN Sport 1, 2, 3, etc., qui travaillent très bien. J'ajoute que le directeur de beIN Sport est un ancien de chez nous, un garçon pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Donc, nous, aujourd'hui, il nous appartient de résister et de proposer au plus grand nombre le plus grand nombre d'événements. Alors, je ne vous cache pas que la tâche n'est pas facile,
puisque les budgets sont de plus en plus restreints. Nous sommes comptables de l'argent des téléspectateurs. Comme vous le savez, depuis 2008, nous n'avons plus la publicité après 20 heures, ce qui nous a retiré quasiment instantanément 1,5 milliard d'euros de recettes de publicité par an. 1,2 milliard, et aujourd'hui je pense que ça peut être largement 1,5 milliard. Donc évidemment pour nous, c'est extrêmement difficile de justifier le fait qu'après 20 heures, quand on diffuse des événements de sport, et évidemment après 20 heures c'est là où nous faisons les meilleures audiences, on ne peut plus diffuser de publicité. On peut les diffuser avant 20 heures. C'est la raison pour laquelle, quand les gens suivent le tournoi de tennis de Roland-Garros, souvent on entend dire c'est très agaçant parce qu'à chaque changement de côté, vous diffusez de la pub. C'est vrai, parce que nous y sommes contraints. Si nous pouvions continuer jusqu'à 21h, 21h30, ou dans les matchs, cas de matchs de football jusqu'à 22h45, que sais-je, ça ne serait pas le cas comme ça. Aujourd'hui, nous vivons un vrai paradoxe sur le service public, c'est que nous n'avons plus le droit de diffuser de la publicité aux meilleures heures d'écoute. Et justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, le budget qui est alloué au service des sports de France Télévisions, il ne va pas être une entrave à vos possibilités ? Moi, ma principale source d'inquiétude, si vous voulez, c'est quand je vois, par exemple, le comité olympique, le CIO, vendre les droits à partir de... Alors que je ne vous dise pas de bêtises, là, il y a 2016, Rio cet été, 2018 en Corée, le nom est un peu compliqué, Pyeongchang ou un nom comme ça, c'est encore chez nous. Il me semble que 2020, Tokyo, été, c'est encore chez nous. Et qu'à partir de 2022, et en tout cas sûr à partir de 2024, c'est au plus offrant. Au plus offrant, ça peut vouloir dire sur une chaîne à péage. Nous allons passer maintenant au thème 2 avec 3 sous-thèmes là également. Donc les valeurs supposées de l'olympisme, est-ce une vision idéaliste ? Le sport est devenu une économie doublée d'une industrie et la politisation de l'effort et de l'enjeu sportif. On va partir sur les valeurs supposées de l'olympisme, une vision idéaliste. Donc depuis leur création, fin du 19e siècle par Pierre de Coubertin, les Jeux olympiques n'ont cessé de se développer et suscitent toujours le même engouement populaire. Ouais. Donc pour vous, quelles sont les valeurs de l'olympisme ? Alors, j'ai entendu dans votre question déjà les valeurs supposées de l'olympisme. À partir du moment où vous ajoutez cet adjectif, ça veut dire que, vous entretenez déjà un petit doute quant à ces valeurs. Je pense qu'effectivement, les vraies valeurs de l'olympisme ont disparu, mais enfin se sont singulièrement amenuisées à partir des années, on va dire... 80, je pense. Je pense que là, nous sommes passés un peu dans une autre dimension. Les valeurs de l'olympisme ont disparu quand il y a eu des considérations géopolitiques, des attentats et qui aujourd'hui font que les Jeux olympiques sont vraiment, alors là, j'en suis le témoin, vraiment une forteresse. Les valeurs de l'olympisme, ce jour-là, je pense, ont vraiment disparu. La fraternité, la fraternisation entre athlètes au village, je ne voudrais pas être trop long, mais quand vous mélangez des sportifs professionnels comme les tennisman qui dorment dans des hôtels 5 étoiles avec des rameurs qui dorment au village olympique, il ne peut plus y avoir des valeurs olympiques. C'est autre chose. C'est aujourd'hui la performance qui l'emporte. Et ce serait bien naïf de penser qu'il en soit autrement. Donc même si ce que vous dites, les valeurs ont changé, il y a des choses qui ne changent pas et des symboles. On a une petite vidéo pour vous. Donc est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez ? Ça va être la remise de la flamme à Olympie. Vous pouvez commenter, si vous voulez, en même temps la vidéo, ou on peut arrêter et... Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. Là, bon, vous commencez à cerner un petit peu ma personnalité. Là, je n'en pense que du bien. Pour moi, ça, c'est l'image absolue du sport. Maintenant, ça, c'est le moment où la flamme olympique s'allume. Mais après, la flamme olympique, elle va d'Athènes, enfin d'Olympie en l'occurrence, jusqu'à la destination finale où se disputent les Jeux.
Et ne serait-ce que pour l'attribution de qui va porter la flamme pendant peut-être 100 mètres, déjà il y a tout un tas de discussions, tout un tas de... Est-ce que c'est Pierre, Paul ou Jacques qui va la porter, etc. Pour des raisons, parce que c'est un sponsor important, parce que c'est un partenaire important, parce que c'est tout ça. Et ça répond, je pense, à votre question. Je dirais que ce qu'il y a de plus beau dans le parcours de la flamme, c'est le tout début. C'est ça, c'est quand on l'allume. Une petite question au niveau donc des vertus associées à ce sport olympique. C'était pas un petit peu une sorte d'utopie en fait? Alors, je fais un petit distinguo. Encore une fois, des sports comme l'athlétisme et la natation et l'aviron, etc., les grands sports olympiques, la gymnastique, etc., tout ça, c'est formidable. L'équitation, d'une certaine manière, tout ça, c'est formidable parce que je pense qu'ils ont encore gardé un esprit olympique. Ce que je vais vous dire, en plus, ne va pas prêcher pour ma propre chapelle. Moi, j'ai été contre l'admission d'un sport aussi professionnel que le tennis. Je trouve que le tennis qui déjà, et je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui adorent le tennis, le tennis qui est un sport qui a déjà ses grands tournois du Grand Chelem, son calendrier établi, etc., n'a pas besoin des Jeux Olympiques. Et surtout, les tennismen, comme je le disais il y a quelques minutes, n'ont aucunement l'état d'esprit olympique. Ils viennent, je vais vous donner un petit exemple, c'était à Londres 2012. Imaginez que certains joueurs de tennis avaient déjà signé pour un tournoi qui se disputait la 2e semaine des Jeux Olympiques en cas d'élimination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je viens, je joue et je m'en vais. Si je suis qualifié pour les quarts de finale ou demi-finale, je reste. Mais si je suis éliminé en 8e de finale, je m'en vais et je vais jouer un tournoi annexe. Est-ce que c'est ça l'esprit olympique? L'esprit olympique, c'est d'être mélangé aux autres athlètes, de participer à la cérémonie d'ouverture et de participer main dans la main à la cérémonie de clôture. Je sais de quoi je parle, je les commente. Donc moi, franchement, je trouve que ce n'est pas... Il y a quelque chose qui cloche et j'adore le tennis. Comme pour le golf, qui est un sport que j'adore. Vous avez un golf ici pas très loin que je vous recommande. Enfin, je ne recommande pas aux débutants, ce n'est pas le golf le plus facile. Hein. Mais, je veux dire, n'est-ce pas, mon cher Yann, hein? Voilà, Mont-Saint-Aignan. Il va y avoir le golf qui est un sport hyper professionnel, hyper professionnel. J'adore ce sport. Je vais même sans doute commenter le golf aux Jeux de Rio. Mais est-ce que la place du golf est aux Jeux Olympiques? Je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Le golf est un sport multimilliardaire qui est organisé sur le circuit européen, japonais, américain naturellement. Le golf n'a pas besoin des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous voulez qu'un joueur professionnel de golf qui gagne 50 millions de dollars par an échange, puisque c'est ça le terme de l'olympisme, l'échange, les anneaux olympiques, le symbole olympique, si vous le regardez, ce sont les anneaux qui s'entrecoupent exactement, qui s'entrelacent entre eux, et dont les couleurs représentent les couleurs... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un joueur de golf professionnel va venir échanger avec un coureur de 110 mètres haies malgache? Vous m'avez dit tout à l'heure que les Jeux Olympiques de Rio allaient être vos 13e Jeux. 7e Jeux d'été, voilà, c'est ça. Donc vous êtes un témoin privilégié de l'entrée de l'olympisme dans l'ère, on va dire, du sport business. Au niveau des recettes, des revenus marketing, donc on voit entre les Jeux de Montréal de 76 et ceux de Los Angeles, donc quasiment 20 ans plus tard, ça a été multiplié par 10. Oui. On est passé de 15 millions à 157 millions. Également des revenus, des recettes de sponsoring avec les partenaires officiels. Donc là maintenant ce sont des chiffres assez ahurissants, 1,2 milliard d'euros à Pékin en 2008, et 4 ans plus tard à Londres, on est passé à 1,7 milliard de dollars. Est-ce que les Jeux ne sont pas aujourd'hui simplement une machine à cash? Ah, la fin en revanche était... Voilà. J'ai introduit tout doucement. Ben, franchement là, mon cher Quentin, la question, la réponse est dans la question, évidemment, avec tous ces chiffres. Je m'excuse, j'arrive pas très bien à voir d'ici, mais je t'ai écouté. La réponse est dans la question, évidemment, oui, et ça rejoint la question de Virginie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on peut me raconter à peu près tout ce qu'on veut. La motivation des athlètes, des sportifs qui viennent aux Jeux Olympiques, c'est avant tout de gagner, de s'illustrer au détriment de la fraternisation d'antan, que je regrette considérablement. Mais sans doute suis-je une sorte de dernier des Mohicans. C'est tout ça qui me chagrine un peu aux Jeux Olympiques, comme me chagrine énormément
la modification des horaires de compétition pour faire plaisir à la télévision américaine, pour lancer des finales de natation olympique à minuit. Donc pour ça, parce qu'il est minuit au Brésil, donc il est 22h ou 21h aux États-Unis. En France, il est 5h du matin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands exploits d'athlétisme et de natation, pour peu qu'il y en ait, et je souhaite qu'il y en ait, de la part de Français, passeront en France à 5h du matin, entre 3h et 6h du matin. Alors, naturellement, nous allons rediffuser, mais quand on rediffuse, ça veut dire qu'on connaît déjà le résultat, et c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est pour faire plaisir à la télévision américaine qui paye ce qu'il faut pour avoir des horaires en prime time. Ce troisième sous-thème, il va traiter de la politisation de l'effort et de l'enjeu sportif. Pour introduire ce thème, on va pouvoir parler de la récupération et l'utilisation à des fins politiques du spectacle sportif et des performances. On fera référence à ce que vous pouvez observer sur le diaporama, les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, Tommy Smith sur le podium lors des Jeux Olympiques de Mexico, ou encore, dans un exemple à une échelle plus nationale, les lois programmes de 1960 et De Gaulle. La question est peut-être simple, mais quel est votre regard là-dessus sur ces sportifs, ces États qui utilisent le sport comme un instrument politique? L'exemple qui me vient le plus volontiers en tête, c'est l'ancien bloc de l'Est. L'ancien bloc de l'Est, jusque dans les années, on va dire, 84, 88, le sport pour l'URSS de l'époque et les pays affiliés aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sortent et vraiment des informations effrayantes, notamment concernant le dopage et notamment concernant le dopage chez les jeunes femmes et notamment les nageuses, etc. Le sport était à l'évidence considéré comme un outil de propagande absolue. C'est-à-dire que le bien l'emportait sur le mal. Quand une finale opposait un Russe à un Américain, enfin un Soviétique, comme on disait à l'époque, à un Américain, c'était un épisode de la guerre froide qui se jouait. Aujourd'hui, je pense que le drapeau compte probablement un peu moins, en tout cas comme propagande, qu'il ne le comptait, que c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, si vous voulez, l'athlétisme notamment, la natation, etc., fonctionne par team. C'est-à-dire que dans un team, vous pouvez avoir... Par exemple, on dit qu'Usain Bolt s'entend plutôt bien avec les sprinteurs américains et qu'il n'est pas tellement... Mais c'est vrai, il s'entend bien avec les sprinteurs américains parce qu'il s'entraîne avec eux. Il s'entraîne avec eux toute l'année. Et on va opposer Usain Bolt à Justin Gatlin. On ne va pas les opposer. Ils s'entraînent ensemble toute l'année. Je ne vais pas créer une rivalité qui n'est pas une rivalité personnelle, qui est une rivalité athlétique, mais qui n'est pas une rivalité personnelle. Vous avez le team Adidas, vous avez le team Puma, le team Nike, le team que sais-je encore. Et dans ces teams, vous avez des athlètes de différentes nationalités. Ce qui veut donc dire que lorsque, je ne sais pas, j'imagine que quand un athlète américain voit un athlète jamaïcain l'emporter, s'il fait partie de son team, il va sans doute être plus heureux que si c'était un autre athlète américain qui l'emportait. C'est comme ça. Donc, je pense que la notion de drapeau est sans doute moins forte qu'elle ne l'était, en tout cas à l'époque où la propagande régnait en chef, c'est-à-dire à l'époque du pacte de Varsovie, du rideau de fer. Il y a eu un film remarquable, sur l'équipe de hockey sur glace soviétique des années 80, un film fantastique que je vous encourage vivement. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui l'ont vu, parce que je vois des visages affirmés. Là, on voit ce que c'est que le sport mis au service de la politique. Là, on le voit vraiment. Quel est votre avis sur la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques ? Je pense qu'elle va être délicate parce que Los Angeles s'est depuis portée candidate et qu'en général, les Américains, lorsqu'ils se portent candidats, c'est pas pour perdre. Et quand on connaît la puissance de feu des médias américains et notamment de NBC qui a un contrat centenaire avec les Jeux, je ne vois pas très bien comment ces Jeux, sur un plan en tout cas financier, pourraient échapper aux États-Unis. Je rêve des Jeux lancés. On a décidé de faire appel aux Français pour financer une partie du dossier de candidature. C'est donc qu'on a souhaité avoir leur avis, selon moi, pour leur demander s'il fallait qu'on ait le dossier. Aujourd'hui, on a prolongé
La quête, on est à 630 000 euros. Est-ce que vous pensez que c'est une réussite ou un échec? 630 000 euros ne me semble pas être une somme énorme pour, quand on connaît les budgets olympiques. Alors maintenant, évidemment, nous sommes 8 ans avant. Non, s'il faut dire réussite ou échec, il me semble que 630 000 euros est un échec. Sur un dossier qui va représenter environ 60 millions, le dossier de candidature. Oui, donc justement. effectivement... Et c'est un dossier de candidature. Tout à fait. Hein, parce qu'alors après, il y a tout le reste. Donc, non, ça c'est évident, c'est très faible. Si on a les jeux là, ça pourrait être un petit peu ma manière de tirer mon chapeau dans des jeux en France, etc. J'aimerais pour plein de raisons qui dépassent largement ma petite personne. Et encore une fois, je trouve que les installations sont formidables, elles sont prêtes, mais elles étaient prêtes également en 2005 quand on était candidat contre Londres. Donc voilà, la tâche s'annonce délicate, mais elle mérite d'être tentée. Le thème numéro 3, vers le journalisme 2.0, et avec 2 sous-thèmes, la révolution numérique, la médiamorphose, et du journalisme participatif citoyen à l'ubérisation. Avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le métier de journaliste est en plein bouleversement. De nouveaux formats apparaissent et les habitudes changent. Grâce aux potentialités interactionnelles d'Internet, on voit aujourd'hui une nouvelle forme de journalisme arriver, que l'on appelle le 2.0. Elle est très diverse, elle renouvelle la pratique et ouvre donc la possibilité à de nombreux citoyens de faire aussi du journalisme. Oui, et pas toujours du meilleur. Qui est pourtant un métier très encadré et qui répond à des exigences. Oui, et pas toujours du meilleur, parce que là nous touchons vraiment du doigt tout ce qui ne va pas aujourd'hui en matière de nouvelles technologies qui sont à la fois le meilleur et le pire de la nature humaine. Le meilleur parce qu'évidemment on a des informations instantanées, voilà, l'article du Canard enchaîné, je l'ai même sans l'avoir demandé, donc c'est extraordinaire. Voilà, donc ça c'est finalement formidable. Et puis entre autres évidemment, et puis le pire parce que effectivement, comme tu viens de le dire, Yann, tout le monde s'improvise journaliste. Et en général, ce n'est pas pour écrire les choses les plus gentilles. Donc, moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour certaines hyènes, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, qui sont toute la journée là sur leur ordinateur en guettant le moindre dérapage de tel ou tel, qu'est-ce que lui a dit, qu'est-ce que lui n'a pas dit, etc., et dont l'activité principale, anonyme naturellement, parce que ce n'est pas le courage qui les transperce. Voilà, non, j'ai très peu d'estime pour tout ça, et je trouve que l'évolution de la société à travers ces réseaux sociaux que j'appelle volontiers des fléaux sociaux, ce n'est pas une société dont j'ai tellement envie, à dire vrai. Moi-même, je l'utilise, mais je pense pouvoir les utiliser de manière positive, constructive, et non pas négative. Et je crois malheureusement qu'il y a énormément de personnes, et notamment, Yann a très bien dit, ceux qui s'improvisent journalistes, voilà, qui disent, voilà, finalement ils se mettent à égalité avec les personnes qu'ils traînent dans la boue, etc., de façon anonyme. Je sais pas, je trouve que c'est véritablement affreux. J'y vois une menace sur les mentalités et sur la moralité. Oui, ça je n'y vois pas de menace technologique, parce que je pense que les athlètes continueront à courir, les basketteurs continueront à marquer des paniers. J'espère que ça ne sera pas virtuel un jour. Du journalisme participatif citoyen à l'ubérisation. Tout citoyen est-il un journaliste, selon vous? Non, justement, tout citoyen n'est pas un journaliste, à moins de se découvrir une vocation de hyène, comme je le disais tout à l'heure. Tout citoyen n'est certainement pas un journaliste, parce que la motivation des citoyens qui se prennent pour des journalistes et pour écrire ce qu'ils écrivent sur le net, c'est une motivation à 90% négative. J'en suis intimement persuadé. De toute façon, c'est dans la nature humaine. Quand les gens écrivent, que ce soit avant, et sans parler de 1940 avec des souvenirs épouvantables, mais même bien après, à l'époque, quand j'ai démarré la télévision, quand les téléspectateurs écrivaient à l'époque des lettres, 90% de ces lettres étaient négatives. Quand on écrit, c'est davantage pour se plaindre que pour féliciter. C'est la raison pour laquelle, quand on reçoit quelquefois des messages, positifs, ça fait extrêmement plaisir, parce que c'est rare. Est-ce que vous pensez que le métier de journaliste sportif risque d'être ubérisé? Aujourd'hui, effectivement, on pourrait considérer que de commenter un événement, on peut le faire depuis Paris, même si c'est un événement qui se passe à l'autre bout du monde. Après tout, on a les mêmes images, on met les mêmes images.
En revanche, pour l'intervieweur, c'est un peu différent. Parce que l'intervieweur, jusqu'à preuve du contraire, à moins d'avoir un robot virtuel, il faut que si Nadal est en finale de Roland-Garros, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à côté de lui physiquement. Ou alors, c'est une évolution que l'on ne peut pas encore prévoir. Donc, je dirais que ceux qui ont la chance, comme moi, d'être des hommes de terrain, ça c'est le mot, eh bien, seront toujours sur le terrain, quelle que soit l'apparition des nouvelles technologies. En revanche, et c'est vrai que c'est une tentation, et je remercie vivement France Télévisions, parce que tout le monde ne le fait pas, d'avoir toujours ce qu'on appelle des envoyés spéciaux sur le terrain pour commenter l'événement. Parce qu'évidemment, on peut me raconter tout ce qu'on veut. Un commentaire depuis une cabine à Paris, ce n'est pas la même chose qu'un commentaire sur place, même si ce sont les mêmes images. Selon Jean-Michel Aulas, le spectateur doit devenir un téléspectateur avec la réalité augmentée. Qu'en pensez-vous? Vous voulez dire qu'il voulait que les spectateurs aient des images? Je suis contre ça. Je suis contre ça. Le stade, c'est l'émotion. Le stade, si vous venez dans un stade, c'est pas pour regarder la télévision. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être encore une fois, suis-je un dernier des Mohicans? Comment peut-on sortir une ânerie pareille? Mais enfin, rien, à ma connaissance, ne remplace l'émotion qu'il peut y avoir dans un stade. Je vais voir moins bien, mais je vais vivre beaucoup mieux. C'est ça l'émotion d'un stade, c'est irremplaçable. Est-ce que pour vous, l'arrivée des consultants qui n'ont pas de carte de presse n'était-elle pas le début de l'ubérisation? Dans le sport, c'est permanent. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une véritable menace sur la profession, c'est une menace sur la profession qui est effectivement un afflux de consultants, tout sport confondu, même si le football tient la dragée haute là-dedans. Et je suis évidemment contre ça. Ne serait-ce que pour défendre la jeune génération des journalistes qui arrivent sur le marché, qui sont très inquiets et très légitimement inquiets. Trop de consultants tuent le consultant. Je suis évidemment contre un afflux du nombre de consultants, mais je ne dénie pas l'importance d'un bon consultant. Pour moi, le tandem idéal, c'est un journaliste, un consultant et j'ajoute, c'est une petite confidence que je vais vous faire, et avec Philippe, ça m'arrive très souvent, le journaliste peut poser au consultant pendant une rencontre, un match ou que sais-je, peut poser une question dont il connaît la réponse. Moi, il m'est arrivé très souvent, de poser à Philippe une question dont je connais la réponse. Mais le fait que ce soit Philippe qui le dise, en tant qu'ancien patineur, crédibilise énormément le reportage. La télé avait un avenir sans le sport? Moi, j'aurais tendance à vous dire non. D'ailleurs, c'est une assez bonne forme de conclusion. Je pense que les grandes chaînes de télévision seront toujours extrêmement heureuses d'avoir des grands événements de sport à diffuser pour le bien de tous, ne serait-ce que pour la variété de la grille et pour le bien-être des téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, c'est donc la fin de ce 108e mercredi du sport professionnel. Nous tenons vraiment chaleureusement à vous remercier, Monsieur Nelson Montfort.